Aujourd'hui, nous recevons pour vous à la découverte d'un manager, M. Awale Mohamed Abchir, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin. Allons le découvrir ensemble. Monsieur Awale Mohamed Abchir, vous êtes le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin. Quel est votre parcours académique et professionnel? Oui, bonjour madame. J'ai un parcours assez, je dirais, très varié. J'ai eu le plaisir de commencer un peu dans le monde de la recherche. Je suis un géologue, j'étais chercheur pendant quelques années. J'ai eu le plaisir, très jeune, de diriger dans mon pays le département des sciences de la Terre. Et de là, j'ai pu rejoindre les Nations Unies, donc dans différents pays, dans différentes fonctions. J'ai commencé à Genève, au secrétariat, et puis j'ai rejoint le PNUD, pour travailler un peu sur les pays en crise. Et par la suite, donc, j'ai eu l'honneur de servir l'organisation comme conseiller régional pour toute la région Afrique sur les questions des catastrophes naturelles et des changements climatiques. Donc un travail qui était purement technique, avant d'aller beaucoup plus, je dirais, dans les responsabilités managériales, dans la gestion des hommes et des femmes. Et donc j'ai servi aussi comme directeur pays adjoint au Sierra Leone. J'ai été aussi directeur des programmes et des opérations au Congo. Avant de venir ici au Bénin. Entre-temps, je suis passé à New York où j'étais conseiller régional, mais aussi chef de l'unité qui coordonne les activités du PNUD pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc au total, 19 pays qu'on coordonnait depuis le siège, avant que je n'arrive ici comme représentant résident du PNUD ici au Bénin. Quelle est la mission du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans un pays et en quoi diffère-t-elle d'un pays à un autre? Merci beaucoup. Globalement, peut-être quelques informations que je souhaiterais partager avec vous. Le PNUD est le plus grand réseau de développement au monde, avec des milliers d'experts qui sont présents dans plus de 170 pays. Donc, je crois que c'est une donnée qui est très importante. Nous avons un plan stratégique qui couvre une période de 5 ans. Et les priorités, juste pour les résumer, c'est d'abord réduire les inégalités et les exclusions, c'est réduire la pauvreté, c'est aussi accroître la résilience des populations face aux aléas climatiques ou à la guerre, c'est appuyer toute la question de tout ce qui est autour de les changements transformationnels. Nous sommes également présents sur les questions d'état de droit et de bonne gouvernance. Pour revenir un peu plus spécifiquement au cas du Bénin, donc, ces éléments que j'ai mentionnés au niveau global, évidemment, se reflètent ici aussi au niveau du Bénin, mais nous sommes organisés autour de deux grandes priorités ici. La première est tout ce qui est développement durable et croissance inclusive, et la deuxième est autour de la gouvernance démocratique. Ben, grosso modo, les deux axes d'intervention ici au Bénin. Au-delà de ça, nous répondons aussi à des défis qui peuvent se présenter de manière ponctuelle. Je prendrai le cas du Covid, pour lequel donc, le Bureau a apporté un appui, je pense, conséquent et apprécié par les autorités sous différentes formes. Donc, que ce soit au niveau de la dématérialisation, que ce soit l'appui qu'on a donné au niveau des prisons, ou sur des questions d'innovation en partenariat donc avec les universitaires ici au Bénin. Donc voilà grosso modo de manière ramassée le mandat donc au niveau global et ici au Bénin. Évidemment, pour répondre à la deuxième partie de votre question, les interventions du PNUD diffèrent d'un pays à l'autre. Quand nous travaillons dans un pays qui est en crise ou en post-crise, les capacités que nous déployons, les interventions que nous mettons en place sont complètement différentes de la manière dont nous approchons, par exemple, l'appui qu'on peut apporter à un pays qui est, je dirais, dans une phase, par exemple, de pays à revenus intermédiaires. Donc, le type d'engagement que vous avez avec ces pays-là est complètement différent. Donc, ça peut être un engagement beaucoup plus stratégique, ça peut être un engagement qui est beaucoup plus ciblé sur des aspects particuliers. Donc, évidemment, nous ajustons nos interventions
en fonction des réalités et des besoins. De cette organisation. Je crois que la première chose que je devrais peut-être souligner, c'est que à la tête du PNUD, nous avons un administrateur qui a un rang de sous-secrétaire général. Je suis donc son représentant ici au Bénin, donc son ambassadeur ici au Bénin. Et c'est donc à ce titre-là que j'avais présenté mes lettres de cabinet donc au ministère des Affaires étrangères pour présenter comme le représentant de l'administrateur ici au Bénin. Donc j'interagis beaucoup avec les autorités, ça c'est le rôle de représentation, les autorités au plus haut niveau. J'interagis beaucoup aussi avec la communauté diplomatique ici, j'interagis beaucoup aussi avec les autres agences du système des Nations Unies. Nous avons une équipe dans laquelle je représente le PNUD. J'ai la responsabilité pour tout ce qui est donc d'abord de contribuer à mon niveau à tous les débats, je dirais, stratégiques qui concernent les pays, les orientations, les conseils qu'on peut donner. Aussi faire le plaidoyer, communiquer autour de ce que mon organisation est en train de faire. Mais à côté de ça, j'ai aussi un bureau avec une cinquantaine de personnes, avec quelques millions de dollars. Donc c'est vraiment supervisé, c'est la gestion au jour le jour aussi. Même si j'ai une équipe, j'ai un adjoint, j'ai des conseillers, j'ai les chefs d'unité qui sont là. Donc c'est superviser un peu la gestion, je dirais, programmatique, des ressources financières aussi du bureau pour lesquelles aussi, en tant que représentant, je suis redevable. Voilà grosso modo. Merci. Monsieur Awale Mohamed Abchir, vous êtes docteur en géologie et vous disposez d'une vaste et riche expérience dans le domaine du développement durable depuis plus de 27 ans d'expérience professionnelle, dont une vingtaine d'années avec l'ONU au niveau mondial, régional et local. Dites-nous, Monsieur Abchir, comment aviez-vous gravi les échelons pour atteindre un aussi haut niveau hiérarchique dans cette organisation internationale? Et votre formation vous prédestinait-elle à une si grande réussite? Parlez-nous de votre secret de réussite professionnelle. Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas une question facile, mais c'est une question qu'on me pose très souvent quand je rencontre des jeunes béninois ou même des jeunes de mon pays, ou même dans les discussions que j'ai avec mes enfants. J'ai des grands-enfants qui me posent souvent ce type de questions aussi. Je dirais la première chose, c'est qu'il faut d'abord se préparer. Se préparer, c'est votre parcours académique, c'est votre expérience professionnelle qui se fait au fil du temps, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et c'est même loin d'être suffisant. Il y a d'autres éléments qui me semblent importants, pas seulement pour réussir, mais aussi pour durer. Je crois que le plus important, c'est de durer aussi et d'avoir des résultats. Il faut, je crois, aimer ce qu'on fait. Je crois qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Je suis passionné par le développement, question de développement. Je suis passionné par je dirais, l'Afrique, par ce continent. Et j'ai toujours eu, comment dire, le sens du devoir, c'est-à-dire essayer de servir. Servir les gens, servir les plus démunis. D'ailleurs, juste pour revenir peut-être à la première question, c'est vrai que je suis docteur en géologie. Au début, je voulais être médecin ou avocat pour défendre les pauvres et soigner les faibles. Donc, je suis un peu quelque part revenu. Je crois que le travail que je fais actuellement me permet également de revenir un peu sur ce qui fait vraiment, je crois, ma personnalité. Je ne pouvais pas me contenter d'être un chercheur dans un laboratoire. Je me suis rendu compte que ce n'était pas dans ma nature. J'étais quelqu'un qui avait besoin d'aller vers les autres, de les servir. Donc, je crois qu'il faut vraiment aimer. Il faut aimer. Il y a évidemment toujours un facteur chance qui est là, mais la chance, il faut savoir la saisir. Il y a aussi d'autres éléments j'ai parlé de la motivation, je parlais de la ténacité, il faut être ténace, il faut être résilient. C'est un long parcours où vous allez connaître des hauts et des bas, donc je crois qu'il faut vraiment être très, très résilient. Mais quand vous êtes passionné par ce que vous faites,
Et surtout quand vous savez, je pense, d'où vous venez, et on y reviendra là-dessus, et qui vous êtes, et votre propre histoire. C'est ça qui vous donne aussi une force pour affronter les tempêtes, je dirais. C'est tout cela, je crois, qui fait partie, hein, qui peut vous aider en tout cas à gravir les échelons. Mais évidemment, tout le monde ne va pas arriver au sommet. Il faut aussi être réaliste. Je ne mentirai pas à ceux qui nous écoutent. Et donc, il faut savoir de temps en temps accepter les échecs et se dire aussi que peu importe là où on se trouve dans l'échelle, le succès n'est pas nécessairement d'arriver le plus haut possible. Le succès, je crois que c'est de réussir à mettre en œuvre ce qu'on pense être des idées, ses convictions, et de voir un peu le résultat de ses efforts. Je crois que c'est ça la plus grande récompense qu'on peut recevoir. Vous êtes manager dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous avez travaillé en Suisse, en Sierra Leone, en République du Congo et maintenant au Bénin. Monsieur Awale Mohamed Abchir, dites-nous, qu'est-ce qui caractérise votre style de management et comment est-ce que ce style est-il perçu par vos collaborateurs? Je pense que, comment dire, j'ai d'abord, comme vous l'avez dit à travers mon expérience, eu différentes influences. Je crois qu'en à peu près 21 ans d'expérience au niveau du système des Nations Unies, j'ai dû avoir, je crois, 25 à 30 superviseurs de différentes nationalités, oui, hein, qui peuvent aller de l'Équateur à l'Australie, en passant par les États. Donc, tout ceci vous influence. Il y a également, je crois, je dirais, les valeurs dans lesquelles nous avons grandi, celles que nos parents nous ont transmises. Il y a aussi notre propre personnalité. C'est un peu une combinaison de tous ces éléments-là qui permettent aussi de vous définir. Je dirais que c'est toujours difficile de se définir soi-même, mais de façon générale. Je ne suis pas quelqu'un qui est nécessairement hiérarchique, j'ai plutôt un style qui est assez transversal, qui est basé sur l'écoute, qui est basé aussi sur... il faut une vision quand vous êtes un responsable, il faut être capable de guider une équipe. Il faut, je crois aussi, et on essaye autant que possible de le faire, c'est... Définitivement, je suis payé pour prendre des décisions. Donc, quand vous êtes responsable, vous ne devez pas reculer ou avoir peur de prendre des décisions. Et ces décisions, des fois, peuvent ne pas être des décisions qui vont vous rendre populaire, mais vous le faites toujours dans l'intérêt de l'organisation, parce que vous êtes là aussi à la tête d'une organisation. Évidemment, l'intérêt de l'organisation est l'intérêt de ceux que vous gérez aussi. Mais en même temps, je crois toujours être juste dans les décisions qu'on est en train de, dans les décisions que nous prenons. Et je crois que j'ai dit que l'écoute était importante. Vous êtes à la tête d'hommes et de femmes que vous devez motiver, parce qu'au bout du compte, vous n'êtes que, je dirais, la partie visible de cette organisation, mais vous devez aussi apprendre à valoriser ceux qui vous soutiennent, ceux qui, au jour le jour aussi, se sacrifient pour l'organisation. Donc je crois que c'est très important d'apprécier aussi les efforts des collègues et de les motiver. Et je crois que c'est, tout à l'heure je disais, il y a ce qui vous permet de réussir et ce qui vous permet de durer. Pour durer, c'est d'autres qualités. Pour durer, je crois que c'est le côté humain, le contact que vous avez avec les gens, les relations solides que vous arrivez à établir. J'avais reçu 2 conseils, 2 personnalités que j'ai vraiment beaucoup admirées. Il y avait un monsieur d'un pays voisin, le Ghana, je lui avais posé la question. Il travaillait aux Nations Unies, c'était une grande personnalité. Et je lui ai dit, c'est quoi le management pour vous? Et il m'a dit en anglais, Mohamed, management is about little things. Et je n'ai pas compris, j'ai beaucoup réfléchi. C'est les petites choses, à propos des petites choses. Et ces petites choses, en fait, c'est l'attention que vous donnez aux collègues. C'est le petit sourire que vous pouvez peut-être donner à votre assistante le matin. C'est l'intérêt que vous pouvez porter à telle ou telle personne. Et ce sont des choses qui font la différence. Je l'ai vécu moi-même, personnellement, et là je vous donnerai le deuxième exemple. D'accord.
d'une grande directrice au niveau du PNUD qui, moi, en tant que technicien, simple technicien, à l'époque, m'a repéré et elle m'a dit « Mohamed, je t'ai observé et j'ai vu des qualités en vous. Je pense que vous devriez penser à vous diriger vers les questions de management. » Mais j'ai dit « C'est pas possible. Je ne me voyais pas là-dedans. » Mais vous voyez la petite phrase qu'elle a. Ça m'a vraiment motivé. Je me suis dit, si cette dame-là voit ces choses-là en moi, mais je ne me suis pas contenté de ça. Après, il a fallu se préparer. Donc, elle m'a donné aussi tous les outils nécessaires, toutes les formations pour arriver à ça. Et on parlait un jour, et puis je lui dis, Madame, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand manager? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sa réponse était, si vous êtes capable de travailler de la même manière avec ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas, ceux que vous n'aimez pas, vous serez un grand manager. Ça veut dire tout simplement ne pas faire la différence entre les gens que vous supervisez, qui sont sous votre responsabilité, les traiter de la même manière, qu'ils soient de votre bord ou qu'ils ne soient pas de votre bord. Il faut être équitable en fait. Équitable, merci. Voilà. Vous qui avez travaillé dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde, vous aviez côtoyé plusieurs styles de management. Comment appréciez-vous le management en Afrique et au Bénin en particulier? Je crois que de façon générale, je ne pourrais pas faire de comparaison nécessairement, mais à travers mon expérience donc, sur le continent et ailleurs, je crois qu'il y a des choses de toutes les façons qui doivent se retrouver chez tous les managers, peu importe là où ils se trouvent. Parce qu'au bout du compte, vous gérez des hommes et des femmes. Et qu'ils soient en Chine ou qu'ils soient aux États-Unis, ce sont des êtres humains et ce sont des hommes et des femmes que vous allez gérer. Vous n'allez pas gérer des robots. Ça, c'est la première chose. Donc, je crois que j'avais déjà énuméré un certain nombre de qualités. Je vais peut-être reprendre certaines d'entre elles. Je vous ai dit que c'est d'abord très important d'être crédible aussi auprès de vos partenaires. Donc il faut que... C'est là où je crois que votre parcours, votre expérience vont vous donner cette crédibilité auprès de vos collègues. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller envoyer un infirmier et lui dire « Vous êtes le chef de tous les médecins dans cet hôpital, c'est vous qui allez donner les instructions. » Voilà. Donc il faut que vous soyez crédible. Et votre parcours et votre expérience vont vous donner cette crédibilité. Il faut que vous donniez une direction à l'équipe que vous dirigez. Je pense que c'est très important, une vision. Il faut que vous arriviez à avoir l'adhésion de tout le monde, mais pas seulement l'adhésion, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi participer à la formulation de cette vision. Ensuite, je vous ai parlé de l'écoute. Pour moi, c'est fondamental, c'est très important. Si vos collègues ont peur de vous, ne peuvent pas venir partager leurs sentiments, ne peuvent pas venir... je crois qu'il y avait une phrase d'Amadou Ampateba que je lisais ce matin dans un journal, je crois, et qui disait si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes mon frère, mais si vous avez un avis différent, je crois que je n'arrive pas à répéter mot à mot, si vous avez un avis différent, vous êtes 2 fois mon frère, parce que vous m'apportez quelque chose, n'est-ce pas? Vous m'apportez quelque chose. Donc je crois que si vous vous contentez de tous ceux qui vous disent oui, oui, oui à longueur de journée, vous n'avancerez pas. Oui. Donc il faut savoir écouter les voix divergentes, oui. Parce qu'elles vous apportent aussi d'autres perspectives que vous avez besoin aussi d'intégrer dans ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que c'était très important de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Si vos collègues se rendent compte que vous tergiversez, que vous hésitez beaucoup, vous ne prenez pas de décision, là encore, vous perdez en termes de crédibilité, je crois. Et encore une fois, le plus important, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il faut savoir valoriser ceux qui travaillent avec vous, les aider aussi à atteindre des objectifs, parce qu'ils ont des objectifs professionnels avec vous, mais ils ont aussi des projets de carrière professionnelle que vous devez aussi les aider à réaliser dans la limite du possible. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui sont pour moi pertinents. Ce n'est pas parce que vous êtes docteur en quelque chose que vous allez être un bon manager. Je crois que ça peut aider, mais je crois que les qualités humaines
sont très importantes dans ce type de métier. Merci. Eh bien, vous avez travaillé dans plusieurs pays dans le monde et vous avez capitalisé plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Quelle est la plus grande et valorisante expérience que vous pouvez partager avec nous, monsieur? Je crois que j'en ai beaucoup hein, au bout de toutes ces années. Mais peut-être celles qui m'ont marqué ou en tout cas qui m'ont fait évoluer personnellement. La première, je crois que c'est quand j'ai rejoint l'organisation. En 2001, il y avait à ce moment-là le sommet mondial sur le développement durable qui s'est déroulé en Afrique du Sud. J'ai eu la chance d'accompagner ma directrice de l'époque à ce sommet, mais aussi dans toutes les phases préparatoires. Donc j'avais été tout de suite exposé aux questions de développement durable. Alors moi, le géologue qui travaillait sur une seule perspective, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la complexité de cette thématique. Ça m'a permis de voyager énormément, j'étais très jeune, faire le tour du monde. Ça m'a permis aussi d'apprendre à travailler avec une audience qui était très très variée. J'interagissais à l'époque avec des ministres, j'interagissais avec des techniciens, des directeurs de recherche, donc une audience vraiment qui était très très large, qui m'a beaucoup enrichi. J'ai appris énormément à travers cette expérience et qui m'a permis également de découvrir le monde et de découvrir aussi le continent. Mais vraiment de comprendre la complexité de la problématique du développement durable. La deuxième expérience, c'est la première fois où je me suis retrouvé à la tête d'un bureau pays en Afrique. C'était en Sierra Leone, comme directeur adjoint, un pays qui sortait d'un conflit qui a été particulièrement, je dirais, atroce pour les populations. Un pays qui était vraiment à terre, je dirais. Donc, je sortais un peu du confort de la Suisse pour atterrir à Freetown. La transition était dure, mais je crois que ça a été l'expérience la plus riche et la plus gratifiante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Nations Unies ont été créées. Ce n'est pas pour travailler dans des pays où il y a le confort, mais c'est pour aller servir justement des... Et je me rappelle avoir eu une communication avec un de mes parents qui vit de l'autre côté de l'Afrique, en Somalie, qui est un pays qui est dévasté par la guerre, et qui m'a dit « Fais pour les Sierra-Léonais ce que tu aurais fait pour ton peuple », parce qu'ils sont en train de traverser les mêmes difficultés. Et dans ce type de pays, c'est que chaque petite action que vous faites, vous voyez vraiment les résultats sur les populations. Et ça vous montre vraiment le lien direct qu'il y a entre vos actions et l'impact que ça peut avoir sur les populations. J'ai eu énormément d'expériences dans ce pays. Je m'en souviens encore, j'ai même des frissons quand j'en parle, wow. Parce que ça a été une expérience très riche, oui. Et où vraiment vous comprenez la raison pour laquelle cette organisation a été créée. Monsieur Awale Mohamed Abchir, vous qui avez travaillé dans plusieurs pays et qui avez voyagé très jeune avec une expérience très riche à votre actif, dites-nous, quels mots avez-vous à adresser à l'endroit de la jeunesse béninoise et africaine qui aspire un jour à devenir un grand manager comme vous? Je crois que gérer des hommes et des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le métier le plus difficile. Si on le choisit, je crois qu'il faut vraiment avoir les convictions et des raisons profondes pour le faire. On ne devient pas manager parce que tout simplement on veut gérer des hommes et des femmes. Ce n'est pas un poste de général. C'est un poste où vous allez diriger des hommes et des femmes, où vous allez être amené à faire la différence, en tout cas pour ceux qui travaillent ici au niveau des Nations Unies, dans la vie de beaucoup de gens. Donc chaque action que vous entreprenez a un impact direct sur ceux qui vous servent, mais aussi ceux que vous servez. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Ensuite, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Quand on est passionné par ce qu'on fait,
Je crois qu'on a beaucoup plus de chances non seulement de réussir, mais aussi de durer et d'être crédible aussi auprès de tous les gens concernés. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Un autre message qui me semble extrêmement important, et là je le dis parce que, comme vous avez dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans d'autres pays. La jeunesse africaine a besoin de croire en l'Afrique. On ne croit pas assez à nos capacités, on ne croit pas assez au génie de ce continent. Et partout où j'ai été vraiment, je dirais, impressionné par le génie des jeunes Africains. Le problème, c'est que nous n'y croyons pas nous-mêmes. Nous n'y croyons pas nous-mêmes. Pour moi, c'est peut-être facile, parce que je suis sorti, je reviens et j'ai un regard qui est différent, mais il y a un potentiel qui est extraordinaire dans ce continent. Tout le monde le dit, l'avenir, c'est l'Afrique. Nous sommes en train d'essayer de quitter l'avenir en prenant des bateaux pour traverser les océans, mettant nos vies à risque. Je crois qu'il est extrêmement important que nos autorités aussi font tout ce qui est nécessaire pour essayer de créer des opportunités pour ces jeunes, pour qu'ils puissent rester et continuer aussi de croire à leur pays. Un autre élément qui est très important, en tout cas, et qui m'a beaucoup servi, je pense, dans mon parcours, et ça va peut-être vous paraître paradoxal, quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne pouvez pas aller très très loin, parce que n'importe qui peut vous influencer ou vous faire passer d'autres messages. Mais quand vous avez l'intime conviction que vous appartenez à une histoire qui est très riche, quand vous avez l'intime conviction que vous faites partie d'un continent qui a une longue histoire, qui est aussi faite, pas seulement d'échecs, mais qui est faite aussi de beaucoup de succès, quand vous avez cette conviction, je crois que ça vous aide à traverser beaucoup de tempêtes et d'accepter un certain nombre de choses aussi. Je crois qu'il est très important. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup, particulièrement le Bénin, et je le dis et je crois que je le répète à chaque fois à mes collègues, c'est un pays qui est convaincu de la richesse de son histoire. C'est rare de trouver dans beaucoup d'autres pays. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu ici dans beaucoup de pays en Afrique. C'est un pays qui a une histoire riche, mais les Béninois aussi sont très conscients de la richesse de leur histoire. Et je crois qu'ils s'appuient dessus aussi. Ils s'appuient dessus aussi pour essayer de bâtir l'avenir qu'ils souhaiteraient pour leur pays. Et je crois que ce sont des éléments très très importants que je voulais souligner. Management, it's about little things. C'est ainsi que pour lui, le management est la version améliorée d'être au contact des personnes les plus simples, des personnes qui pensent qu'on ne les voit pas, mais qui sont autour de nous, qui collaborent avec nous et qui travaillent avec nous au quotidien. Pour lui, le panafricanisme, c'est important. Pour lui, les valeurs sont en Afrique. Et pour lui, le plus important encore, c'est de savoir où l'on va à chaque fois et de pouvoir ressortir de chaque collaborateur le meilleur, histoire de bien les motiver.